Donc nous allons parler du pouvoir irresponsable. C'est sûrement un des traits les plus permanents de toutes les sociétés humaines et l'une des choses les plus préoccupantes et critiquables. Depuis un certain nombre d'années, dans le monde occidental, effectivement, on peut dire que le pouvoir est devenu de plus en plus irresponsable. Alors, il y a plusieurs pouvoirs possibles. Il y a le pouvoir politique, on pense tout de suite au pouvoir politique, et puis j'insisterai sans doute là-dessus. Mais il y a d'autres pouvoirs, bien sûr, que le pouvoir politique. Dans le domaine économique, par exemple. Dans le domaine économique, on est passé peu à peu d'un capitalisme de propriétaire à un capitalisme de manager. Et le fait de passer des propriétaires aux managers, aux gestionnaires, a engendré une grande irresponsabilité, notamment dans le système bancaire, dont on voit les résultats aujourd'hui. En effet, lorsqu'un banquier prête sur son propre argent, il fait quand même très attention à ce qu'il fait. Lorsqu'un banquier est simplement directeur d'une grande banque et qu'il joue avec l'argent des autres, il peut se permettre de prendre des risques énormes. C'est pas très grave, parce qu'à la limite, si la banque fait faillite, c'est pas sa propriété. Et ce qu'il veut surtout, lui, le manager, c'est récupérer le plus d'argent possible à très court terme. Faire gagner de l'argent à ses actionnaires à court terme, et puis lui, empocher le maximum d'argent aussi, pendant la période où il est là. Et puis après, une fois qu'il sera plus au pouvoir, évidemment, il verra les choses différemment. C'est une vieille chose, on connaît cette situation depuis très très longtemps, dans l'agriculture notamment. Dans l'agriculture, il est arrivé bien souvent que les propriétaires agricoles ne veuillent plus continuer à gérer leur exploitation et confient leur exploitation à un gérant. Et très souvent, le gérant épuisait la terre et puis après s'en allait, laissant effectivement le propriétaire avec des terres dévastées et le gérant, lui, ayant empoché pas mal d'argent à court terme en forçant les terres pour son profit immédiat. Donc c'est la grande différence qu'il y a entre le pouvoir du propriétaire et le pouvoir du gérant. C'est que le propriétaire, il est vraiment responsable parce qu'il est piégé par son propre capital, comme il est. Tandis que le gérant, lui, il n'est piégé par rien du tout. Il peut se sauver du jour au lendemain. Et alors, le propriétaire, en général, raisonne à long terme, tandis que le gérant raisonne à court terme. Et c'est vraiment l'une des grandes difficultés, je crois, du monde capitaliste aujourd'hui, c'est que c'est un capitaliste de manager et pas un capitaliste de propriétaire. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit un livre très bien là-dessus, qui s'appelle Pascal Salin, où il dit qu'il faut revenir au capitalisme, entendant qu'on n'est plus dans le capitalisme tel qu'il a été initialement inventé, puisqu'on est dans un monde en fait de fonctionnaires et de gérants. Les patrons des grandes banques, ce sont des fonctionnaires qui sont nommés pour un temps, qui doivent rendre compte, c'est vrai, devant les actionnaires, mais ces actionnaires eux-mêmes peuvent du jour au lendemain disparaître en vendant leurs actions. Donc il n'y a pas d'assise vraiment pour ce pouvoir, pour qu'il soit vraiment responsabilisé. Et c'est une bonne partie des raisons qui font que le système financier aujourd'hui est fragilisé. On pourrait prendre d'autres exemples de pouvoir irresponsable. Un des meilleurs exemples, ça c'est sûr, qui est un exemple qu'affectionnerait sûrement Jean Robin, c'est les médias. Les médias. Le journaliste, évidemment, est irresponsable. Alors, il est irresponsable dans certaines limites fixées par la loi. C'est vrai qu'on peut poursuivre un journaliste pour diffamation. Mais l'expérience prouve que c'est très difficile, que les tribunaux, d'ailleurs, ont une jurisprudence très restrictive pour protéger la liberté de la presse, qu'on peut aussi comprendre. Et en réalité, les médias peuvent lancer toutes sortes de rumeurs, toutes sortes d'idées, sans jamais payer les conséquences de ce qu'ils font. Donc les médias sont vraiment un des éléments de pouvoir irresponsable avec tous les inconvénients que ça peut entraîner. Autre pouvoir irresponsable, les syndicats, associations, organisations diverses qui composent la vie économique et sociale, qui font des pressions sur le gouvernement pour faire passer certaines lois, mais qui évidemment n'en paieront jamais eux-mêmes les conséquences. Autre exemple de pouvoir irresponsable, la fonction publique elle-même. Mais là, elle est statutairement, si je puis dire, un haut fonctionnaire est statutairement irresponsable. C'est-à-dire que s'il fait prendre au gouvernement de mauvaises décisions, on ne viendra pas se retourner vers lui en disant « Monsieur, c'est à vous de payer parce que vous avez pris de mauvaises décisions ». C'est pas prévu dans le statut de la fonction publique, si je puis dire. Alors pourquoi ça n'est pas prévu? C'est parce que le fonctionnaire est censé en principe obéir à l'homme politique, et l'homme politique est responsable devant le peuple, puisqu'il peut ne pas être réélu. Bon. Mais là aussi, j'en viens maintenant au pouvoir politique, qui est mon sujet principal. L'homme politique, lui,
voit sa responsabilité remise en cause tous les 5 ans en France. Je parle des députés, bon, le président de la République aussi d'ailleurs. Tous les 5 ans, c'est quand même extrêmement peu. Il n'y a aucune société privée qui fonctionne comme ça. Dans toutes les sociétés privées, vous avez au moins une assemblée générale annuelle d'actionnaires qui peut théoriquement, en tout cas, remettre en cause le gouvernement de l'entreprise. Bon, mais c'est tous les ans. Tandis que là, c'est tous les 5 ans. Alors, jamais on a vu ça dans le secteur privé. Bon. Donc, ça donne une certaine impunité aux gouvernants. Ensuite, on sait très bien que les mécanismes électoraux sont très encadrés, que le peuple, effectivement, peut voter pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Mais en réalité, comme les citoyens ne connaissent pas personnellement les députés, ils votent pour une étiquette qui est censée représenter un programme. Et les députés eux-mêmes ne sont élus que si ils portent la bonne étiquette. Bon, en France, il y a 2 grandes étiquettes qui jouent un rôle majoritaire. C'est l'étiquette de l'UMP et l'étiquette du Parti Socialiste. On peut bien sûr se faire élire sur des étiquettes de plus petits partis politiques, mais c'est beaucoup plus difficile. Il y a en fait 2 grandes étiquettes. Et alors, les partis politiques sélectionnent donc les candidats qui les arrangent. Et une fois que ces candidats sont sélectionnés, ensuite le peuple choisit parmi les candidats déjà présélectionnés. Ce qui fait que le choix en réalité est en définitive extrêmement limité. Alors je raconte beaucoup d'histoires souvent, notamment dans ce livre, L'oligarchie au pouvoir, je raconte comment au RPR on avait sélectionné par exemple le maire de Lyon. C'était un petit comité dont je faisais partie à l'époque, un petit comité d'investiture, comme on dit, qui devait choisir le candidat du parti pour la mairie de Lyon. Et je me souviendrai toujours de cette petite réunion, on était 4 ou 5 à tenir la réunion. C'est les présidents de groupe parlementaires, il y en avait 2, donc un pour le Sénat, un pour l'Assemblée. Il y avait le secrétaire général du parti, qui était à l'époque Bernard Pons, il y avait le président du parti, qui était Jacques Chirac, et votre serviteur, j'étais l'adjoint de Bernard Pons, et puis il y avait tout le monde qui tenait les dossiers électoraux. Donc voilà, c'est ce petit groupe qui choisissait les candidats. Donc oui, c'est rien de démocratique, hein, c'est un tout petit groupe de dirigeants qui choisissent les candidats. Et Chirac a dit, bon ben on a 2 candidats possibles, on a Michel Noir et on a Monsieur Mérieux. Alors Mérieux, c'était un grand industriel lyonnais, très connu à Lyon. Et Chirac dit, vous savez, il est très très riche, ce qui est très embêtant, parce que très riche, ça veut dire qu'il est très indépendant. Ça, c'est ennuyeux. Et puis ensuite, je connais bien Mérieux, dit Chirac. Mérieux est un homme qui vraiment est très intelligent et très dynamique, donc s'il devient maire de Lyon, il ne va pas en rester là. C'est pas possible. Il est beaucoup trop dynamique pour ça, et donc il sera sûrement candidat à la présidence de la République, et j'aurai un adversaire de plus. Donc je ne vois pas l'intérêt de choisir quelqu'un qui va se retourner contre nous. Quant à Michel Noir, ben, d'abord il n'a pas d'argent, donc il dépendra de nous, il aura besoin de moi pour l'aider à faire sa campagne. Et puis deuxièmement, dit Chirac, son intelligence, bon, vous la connaissez, dit, en regardant au plafond, alors tout le monde rigole un peu dans la réunion évidemment, et puis il y a Pasqua qui a toujours le mot pour rire, qui dit, Jacques, tout le monde t'a compris, Jacques Chirac, on t'a compris, ce qu'il faut pour Lyon, c'est un moteur de 2 chevaux dans une carrosserie de Mercedes, et ça c'est Michel Noir. Et donc Michel Noir a été investi justement parce qu'il n'était pas trop malin, parce qu'il n'était pas trop... Enfin, il ne faisait pas d'ombre au président du parti qui était Jacques Chirac. Alors il faut savoir que, bon, c'est une histoire un peu caricaturale, mais qui est vraie, une histoire vraie, que ça se reproduit régulièrement dans tous les comités d'investiture des partis politiques, et après on s'étonne effectivement, comme le président de la République qui dit la classe politique est médiocre. Bah oui, elle est médiocre évidemment, parce qu'elle est sélectionnée pour ça par les comités d'investiture. De temps en temps, vous avez une personnalité exceptionnelle qui arrive à passer à travers le filtre, ça arrive, mais c'est vrai que beaucoup d'hommes politiques ont été choisis parce qu'ils ne font pas d'ombre, parce qu'ils ne sont pas dangereux, et donc c'est une vieille stratégie très ancienne d'ailleurs du pouvoir parlementaire de dire on vote pour le plus bête parce que comme ça on n'a pas d'inconvénient avec lui. Et je vous rappellerai d'ailleurs de ce point de vue-là la formule d'un grand républicain qui était Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, donc après la guerre de 14-18, où il était le père à Victoire, donc un homme très prestigieux, prend parti au moment des élections présidentielles pour l'élection de Paul Deschanel. Alors vous savez qu'à l'époque, sous le président de la République, le président de la République était élu par les sénateurs et les députés, il n'était pas élu par le peuple. Hein. Et Clemenceau fait donc une grande campagne auprès des députés et des sénateurs pour qu'on vote Deschanel. Alors ça surprenait tout le monde, parce que Clemenceau était plutôt à gauche, il était très laïque, pour ne pas dire anticlérical même, et il faisait campagne pour un homme, Deschanel, qui était très à droite et très catholique. Bon, ça paraissait bizarre. Et un jour, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon, Clemenceau rencontre Deschanel. Deschanel lui dit, Monsieur le Président, j'ai appris que
il voulait dire président du Conseil, à l'époque c'était le nom du Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai appris que vous faites campagne pour moi, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes idées. Et donc je dois vous remercier. Et Clémenceau dit, surtout ne me remerciez pas, surtout ne me remerciez pas. Ah bon, pourquoi? Mais parce que moi j'ai une doctrine pour la présidence de la République, je suis contre l'institution de président de la République, dit Clémenceau. C'est une institution monarchique, je suis contre, et je veux que le président soit le plus faible possible. Par conséquent, à chaque élection pour le président de la République, il faut toujours voter pour le plus bête. Alors Deschanel le regarde, il dit, mais enfin je suis quand même pas le plus bête. Alors Clémenceau, il regarde, il y avait des rideaux, il fait, ah bon, où il est l'autre? Où il est l'autre? Et ça restait célèbre, évidemment. On se le dit, je ne sais pas si Deschanel était le plus bête, il était quand même polytechnicien, bon, mais il est devenu fou par la suite, ça c'est une autre affaire. Mais donc vous avez une sélection qui se fait dans les partis politiques où on choisit des gens justement qui n'ont pas trop de personnalité pour pouvoir les contrôler. Donc on a actuellement dans le domaine politique, vous avez un pouvoir politique qui n'est pas très responsable puisqu'on ne fait guère de référendum. Le général de Gaulle voulait qu'on fasse des référendums, on n'en fait plus. On ne peut pas faire de démocratie directe comme en Suisse, c'est-à-dire qu'une pétition de citoyen ne peut pas déclencher un référendum. Et on remet la responsabilité du président et des députés tous les 5 ans en cause. Bon, c'est pas beaucoup. Hein. Donc le fait de rendre des comptes au peuple, c'est très maigre en France, très très maigre. J'avais vu faire un petit calcul, enfin vous me direz évidemment le calcul est un peu faussé parce que je compare 2 pays très très différents, mais en 40 ans, les Français ont été consultés, je crois, 27 fois, soit par référendum, soit par élection présidentielle ou législative, en 40 ans, 27 fois. Et en 40 ans, les Suisses ont été consultés 457 fois. Évidemment, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Alors, on a donc un régime politique qui est un régime qui est devenu assez largement irresponsable, c'est-à-dire qui n'est pas contrôlé par la population et qui n'est pas contrôlé non plus par le Parlement. Alors ça, c'est une chose qu'il faut bien voir, c'est que dans les cours de droit constitutionnel qu'on donne aux étudiants, on leur dit que le Parlement a 2 fonctions, faire la loi et contrôler le gouvernement. Mais dans les faits, le Parlement ne contrôle pas le gouvernement, parce que le Parlement a une majorité, une minorité. La majorité fait partie du parti présidentiel, du parti qui gouverne, donc ils n'ont pas envie de remettre en cause leur propre parti et leurs propres dirigeants, évidemment. Et la minorité au Parlement, alors elle est prête à faire du contrôle, bien entendu, mais elle est minoritaire. Et comme elle est minoritaire, elle ne peut pas faire passer ses décisions. Donc ceux qui pourraient vouloir mettre en cause la responsabilité du gouvernement ne peuvent pas parce qu'ils sont minoritaires. Et ceux qui peuvent remettre en cause la responsabilité du gouvernement, c'est-à-dire la majorité, ne veulent pas le faire puisqu'ils font partie du même parti politique. Donc en définitive, le Parlement ne contrôle rien. Il ne contrôle pas grand-chose. Et c'est pourquoi je pense que dans tous les pays occidentaux, il y a une espèce de dérive actuellement à laquelle on assiste, c'est-à-dire on a des gouvernements qui ont des majorités parlementaires, qui font la politique qu'ils pensent être la bonne, bien entendu, mais sans en référer au peuple, ce qui fait qu'il y a un décalage croissant entre l'opinion publique et les gouvernements. En France, c'est particulièrement vrai. Il y a en France un décalage considérable que l'on mesure à travers des sondages, et ça ne fait que se dégrader. Je pense à une étude du CNRS qui a été faite par messieurs Bréchon et Tchernia. Cette étude montre que 90% des Français ont confiance dans leurs médecins. Bon. C'est une des professions qui a le plus grand taux de confiance, apparemment. Ils ne sont pas élus, les médecins, hein, mais ça ne fait rien, on a confiance en eux. Bon. 90% de Français font confiance dans l'armée française aussi. L'armée française a un taux de confiance tout à fait considérable. La police, un peu moins, mais c'est quand même pas mal, 80% de taux de confiance. Donc c'est... Et alors maintenant, je prends des institutions qui sont élues, parce que les policiers, les militaires ne sont pas élus par le peuple, hein, mais enfin ils ont un taux de confiance énorme. Maintenant, les parlementaires, qui sont quand même élus par le peuple, le taux de confiance est à peine de 40%. La presse, c'est pareil. D'ailleurs, la presse, le taux de confiance est de 35% à peu près, donc il est assez faible. Ça veut dire qu'une majorité de Français aujourd'hui se méfient de ce que disent les journaux. Les syndicats, taux de confiance qui a beaucoup baissé au fil des années aussi, qui est maintenant de l'ordre de 35% comme la presse. Alors que les syndicats, bon, ben, sont des organismes qui sont spontanément créés en principe et qui ensuite sont élus, enfin ont des structures élues, je veux dire. Et puis le pire de tout, alors c'est les partis politiques. En France, il y a 18% de gens qui font confiance dans les partis politiques. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un manque de confiance criant de la population à l'égard de la classe politique. Alors cette situation n'est pas spécifiquement française, elle est vraie en France, mais elle est vraie aussi en Allemagne,
elle est vraie dans la plupart aujourd'hui des pays occidentaux. D'où d'ailleurs des réactions de l'électorat que l'on voit depuis quelques années, c'est-à-dire la montée de ce qu'on appelle les partis populistes, qui sont des partis justement qui expriment un peu cette méfiance des gens à l'égard des oligarchies au pouvoir, et puis une montée de l'abstentionnisme aussi qui est assez forte dans beaucoup de pays. Donc c'est un phénomène donc, qui atteint... alors il n'y a qu'un seul pays qui échappe tout à fait à ça, où les gens ont confiance dans leur classe politique, mais c'est parce que c'est complètement différent, c'est la Suisse. En Suisse, effectivement, quand le Parlement vote une loi, eh bien 50 000 citoyens peuvent faire une pétition et déclencher un référendum contre cette loi. Et donc par conséquent, les lois vont toujours dans le sens de ce que veulent les citoyens. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Et là je parle du Parlement, mais c'est vrai aussi au niveau local. Hein. C'est vrai dans les mairies, c'est vrai dans les régions, c'est vrai localement. Un maire en Suisse ne peut pas faire ce qu'il veut. Je vois le maire de Zurich, par exemple, voulait construire un métro. Eh bien, il n'a pas pu le faire parce que son conseil municipal a voté les crédits pour faire le métro. Et puis ensuite, il y a eu, je ne sais pas, il faut à Zurich, je ne sais plus combien, il faut peut-être 8000 personnes qui fassent une pétition. Ils ont fait une pétition contre ce fameux métro, quand c'est la décision du conseil municipal. Cette pétition a déclenché un référendum, parce qu'elle avait le nombre de voix voulues. Et à ce moment-là, il y a eu un référendum, et les Zurichois ont voté non, on ne veut pas de métro. 5 ans plus tard, le maire de Zurich a remis ça. Une deuxième fois, il y a eu de nouveau un référendum, et les citoyens ont dit non, on ne veut pas de métro, donc il n'y a toujours pas de métro à Zurich. Moyennant quoi, d'ailleurs, c'est une ville, si vous la connaissez, qui fonctionne bien. Je veux dire, il n'y a pas d'embouteillage, pas plus qu'à Paris, il y en a plutôt moins. Il y a des tramways absolument partout, ce qui fait qu'on peut circuler par les moyens publics de façon assez efficace. Et il n'y a toujours pas de métro. Parce que le maire, lui, voulait un métro parce que c'était un peu un élément de prestige pour lui. Il pensait que... Et puis alors aussi parce que ça devait favoriser aussi certains milieux, il faut bien le dire, aussi des travaux publics. Ça rapporte de l'argent de construire un métro pour les travaux publics. Et le maire devait être lié à ces milieux-là, probablement. Mais les citoyens, eux, ont décidé que ça ferait monter les impôts de façon excessive et ils ne voulaient pas dépenser, ils ont dit non. Alors, on a des études très poussées dont on ne parle jamais en France, mais qui montrent que là où les citoyens peuvent réagir contre les décisions des hommes politiques en déclenchant des référendums, les impôts sont beaucoup plus faibles, les dépenses publiques sont beaucoup plus faibles, et l'endettement est aussi beaucoup plus faible. C'est ainsi qu'il y a une étude de 2 professeurs allemands et suisses, Feldkirch-Gessner, qui ont étudié notamment aux États-Unis les États qui ont la démocratie directe, les États qui n'ont pas de démocratie directe. Les États qui ont la démocratie directe, c'est les États de l'Ouest, en gros. Et les États qui fonctionnent comme en France, si je puis dire, c'est les États de l'Est. On s'aperçoit qu'à l'Ouest, les impôts sont un tiers plus bas, les dépenses publiques un tiers plus bas, et l'endettement est moitié moindre. Donc on aboutit donc à des décisions politiques très différentes, selon qu'on donne la possibilité au peuple de contrôler les hommes politiques, ou selon qu'on ne leur donne pas cette possibilité. Alors moi, ma thèse que je défends dans ce livre, L'oligarchie au pouvoir, c'est que on est aux prises avec un pouvoir qui est très largement irresponsable. Il est très largement irresponsable, et on le voit très bien, par exemple, dans la fabrication des lois. Alors c'est quelque chose que j'ai vécu, moi, puisque j'ai été 15 ans député, pratiquement. J'étais député du Pas-de-Calais, puis ensuite j'étais député européen. Donc je connais un peu le fonctionnement de la machine parlementaire. Naïvement, et puis c'est ce qu'on dit dans les cours de droit, si vous voulez, c'est que le parlementaire vote la loi. Bon. Et en plus, il y a la séparation des pouvoirs. Donc normalement, le parlementaire n'a pas à recevoir d'ordre du gouvernement. Bon, tout ça est complètement faux, ça ne correspond absolument pas à la réalité. Bon. Juridiquement, il y a bien une séparation des pouvoirs théorique. En fait, les députés de la majorité reçoivent des ordres. Le gouvernement leur dit, vous allez me faire le plaisir de voter cette loi, et les députés s'exécutent, parce que sinon, ils risquent d'être mis au banc du parti. S'ils sont mis au banc du parti, ils ne seront pas réélus. Ils perdront l'investiture du parti, on mettra un candidat contre eux, ils seront battus. Donc ils sont très obéissants. Donc d'abord, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, alors qu'en fait, c'est affirmé dans les textes constitutionnels. Hein, même la Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie des textes constitutionnels français, dit même que s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution. Ben, on est dans cette situation, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif obéit au pouvoir politique, ça c'est le premier point. Quant au pouvoir politique lui-même, eh bien, son pouvoir est très relatif, parce qu'il est à la fois très important, parce que c'est vrai qu'il ne rend pas vraiment compte au peuple, ça c'est vrai, mais en même temps, il est dominé par d'autres pouvoirs qui sont encore plus irresponsables que lui. C'est ainsi que les ministres, par exemple, prennent des décisions essentiellement en fonction des dossiers qui leur sont présentés par les hauts fonctionnaires, en fonction des médias qui, eux, font un tri en quelque sorte entre les projets gouvernementaux, c'est-à-dire que les cabinets des ministres
disent au ministre, voilà, on a tel projet, tel projet, tel projet, ce projet-là, il va être assassiné par les médias, donc il ne faut pas le sortir. Voilà. Donc on fait une espèce de tri préalable, en disant, oh là là, les projets qui risquent d'être assassinés par les médias, on se gardera bien de les présenter. Et souvent, ce sont les réformes les plus utiles, qui sont des réformes évidemment impopulaires. Donc on n'ose pas faire ces réformes parce qu'on se dit, on va avoir les médias contre nous. Ensuite, il y a les syndicats qui peuvent être patronaux, ouvriers, d'ailleurs peu importe, ou qui peuvent être, enfin peu importe d'ailleurs, je dirais, les catégories représentées, mais les syndicats, le phénomène syndical en lui-même est un phénomène qui empêche la réalisation d'un certain nombre de réformes. C'est ainsi que le ministère de l'Éducation nationale est connu par exemple pour être irréformable parce que les syndicats ils sont tout puissants. On dit souvent dire que le ministre de l'Éducation nationale lui-même n'a aucun pouvoir. Ce sont les syndicats qui sont là, qui ont le pouvoir parce qu'ils ont une capacité de mobilisation des enseignants qui est telle que le gouvernement a peur en se disant il va y avoir des manifestations de rue, etc. Et donc on renonce à faire des réformes. Je me souviens d'un jour, Michel Aurillac, le ministre de Jacques Chirac, avait un grand projet, un très grand projet même. Il voulait casser l'éducation nationale en quelque sorte parce qu'il estimait que c'était irréformable. Et il voulait créer 22 éducations régionales, comme c'est le cas en Allemagne. En Allemagne, l'éducation est une compétence des régions. Pourquoi pas? Et je me souviens d'un déjeuner avec Jacques Chirac où Chirac dit à Aurillac votre projet est évidemment extrêmement séduisant, mais on ne va pas le mettre en œuvre parce que j'ai téléphoné aux 22 recteurs d'académie, qui sont les préfets en quelque sorte de l'éducation, qui ont la haute main sur l'administration de l'éducation nationale dans chaque région. Ils sont tous contre votre projet, vous comprenez, donc c'est pas possible. Les recteurs sont contre, les syndicats sont contre, donc c'est pas possible, donc on ne le fera pas. Voilà, donc la réforme est tombée à l'eau de cette façon. Donc vous avez cette alliance de plusieurs pouvoirs qui fait qu'en fait le gouvernement qui croit avoir beaucoup de pouvoir parce qu'il n'est pas en démocratie directe, en réalité a une marge de manœuvre extrêmement réduite. Et c'est d'ailleurs la raison qui explique que vous pouvez voter pour la droite, vous pouvez voter pour la gauche, c'est toujours à peu près la même politique qui est menée. Parce que c'est toujours les mêmes rapports de force qui existent, et un gouvernement de gauche ne peut pas faire n'importe quoi. Il est obligé quand même d'aller un peu dans le sens de ce que lui disent les hauts fonctionnaires, de ce que lui disent les médias, de ce que lui disent les syndicats. Alors évidemment, il ne fera peut-être pas tout à fait la même politique, il y a des variantes, disons. Mais elles sont rarement fondamentales. Quand il y a des réformes énormes qui sont faites, en général, c'est parce que vous avez une personnalité qui a un caractère tellement exceptionnel qu'elle se permet de faire des grandes réformes, quitte à provoquer des réactions violentes et hostiles. Alors on a quelques exemples dans l'histoire des démocraties ces dernières années. On a eu Madame Thatcher en Angleterre, par exemple. Madame Thatcher a fait un certain nombre de réformes. Elle était traînée dans la boue par les journaux tous les jours. Et elle disait, les cabinets autour d'elle, les hauts fonctionnaires qui étaient autour d'elle disaient, Madame Thatcher, il faut arrêter, hein, parce que on va avoir trop d'opposition. Elle disait, non, 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 moi ça m'est égal. Elle disait toujours, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative. Il faut faire ces réformes. Et moi, je ne rends compte que devant le peuple britannique, c'est tout. Donc, que les journaux me crachent dessus, ça n'est pas le problème. On verra quand il y aura des élections. Puis quand il y aura des élections, à chaque fois, elle était réélue, effectivement. Vous noterez d'ailleurs qu'elle n'a jamais été battue à aucune élection, Mme Thatcher. Elle a été renversée par un putsch à l'intérieur même de son parti. Mais ce qui n'a rien de démocratique, en l'occurrence. C'est des partis, elle a quitté le pouvoir, mais pas du tout pour des raisons démocratiques. C'est pas du tout les Anglais qui l'ont chassée. C'est un petit comité à l'intérieur du parti qui a fait un putsch contre elle. Voilà. Autre exemple de quelqu'un qui osait faire des réformes massives, surtout au début de sa carrière, enfin, il a même essayé à la fin aussi, je pense au général de Gaulle en 1958. Bon, il réforme complètement. L'économie française en 1958 est dans la même situation que l'économie actuelle, hein, c'est-à-dire qu'on est endetté, on fait nos fins de mois au FMI, et de Gaulle, voulant sortir de cette situation, décide de dévaluer massivement le franc. À l'époque, c'était possible. Et de faire un certain nombre de réformes considérables, de faire des coupures sombres dans les dépenses publiques. Et il nomme pour cela un ministre des Finances qui n'était pas un haut fonctionnaire, volontairement, qui s'appelait Antoine Pinet, et avec un conseiller qui était Jacques Rueff, qui était un économiste, un très grand économiste d'ailleurs, libéral. Et ils ont fait la réforme finalement, mais contre la volonté des fonctionnaires. On raconte même que Pinet, lorsqu'il a fait sa première réunion de directeur au ministère des Finances, a annoncé le programme qui était le leur, qui était un programme de libéralisation de l'économie, on peut dire. Et les directeurs, évidemment, étaient contre. Et alors, Pinet se retrouve face à une dizaine de directeurs qui disent « Monsieur le ministre, c'est pas possible. Ce que vous voulez faire, c'est pas possible. On voudrait bien vous obéir, mais c'est pas réalisable. Nous, en tant que techniciens, on vous affirme que c'est pas réalisable. » Et Pinet répond « Écoutez, c'est très embêtant. Si vous pensez que c'est irréalisable, moi je pense que vous êtes des gens honnêtes, c'est que ça doit être vrai, c'est pas possible. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez? Même moi, je tiens à faire ma politique.
Alors, puisque vous estimez que ce n'est pas réalisable, je ne vais pas vous forcer à faire une politique à laquelle vous ne croyez pas, donc je vais tous vous démissionner. À partir de demain, je vais nommer des nouveaux directeurs qui, eux, feront ma politique, puisque vous, vous estimez qu'elle n'est pas possible. Alors à ce moment, les directeurs commencent à dire, c'est un horrible malentendu, mais pas du tout, on n'a jamais voulu dire ça, etc. Finalement, les directeurs sont restés, et ils ont fait la politique de Pinet. Hein, bon. Mais je vais vous donner un contre-exemple, encore que je ne voudrais pas, évidemment, le stigmatiser, cet homme, mais il n'y a pas de raison, que je connais bien par ailleurs, c'est Alain Juppé. Alain Juppé, c'est pas Pinet. Désolé de dire ça, mais c'est pas Pinet. D'abord, c'est un fonctionnaire, évidemment. Un jour, moi j'étais député de la majorité à l'époque, en 1987 par là. Juppé m'invite à déjeuner avec une dizaine de députés. Et puis on réunit comme ça une table ronde en quelque sorte. Et puis il dit voilà, je vous ai demandé de venir parce que je voudrais faire des réformes fiscales. Et comme vous êtes des députés, vous voyez toutes sortes de Français et vous allez avoir des idées de réforme, sûrement des gens qui ont envie de réforme autour de vous. Alors vous dites tout ce qui vous passe par la tête, toutes les réformes fiscales possibles. On va faire la liste avec mon conseiller qui est à côté de moi, qui est du ministère des Finances. Et sur cette liste, ben, il y aura bien quelques réformes qu'on va choisir. On ne fera pas tout, je ne vous promets pas qu'on fera tout, mais on en fera quelques-unes. Bon, d'accord, on va faire quelques réformes. Alors, on fait le tour de table, on arrive à une quarantaine de réformes, quelque chose comme ça. Bon. Alors, Juppé se tourne vers son conseiller, il dit, alors cher ami, sur ces 40 réformes, vous ne pouvez pas m'en donner 4 ou 5 qu'on pourrait peut-être reprendre? Et le type regarde sa liste et il fait, non, monsieur le ministre, non. On ne peut rien reprendre. Juppé dit, enfin, vous blaguez, c'est pas possible. Non, 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 je ne blague pas. On ne peut rien reprendre dans tout ce qu'on dit, messieurs, mesdames les députés. Je suis désolé de vous dire ça, mais on ne peut rien reprendre. Il dit, bon, c'est votre première réaction, évidemment, parce que vous êtes fonctionnaire des finances. Bon. Dans la semaine qui vient, on va reparler de tout ça, et puis je suis sûr que vous trouverez bien 4 ou 5 réformes. Non, monsieur le ministre, c'est pas possible. Nous, on se regarde tous, évidemment. Et puis, Juppé est un peu décontenancé. Il dit, mais pourquoi? Et le fonctionnaire répond, parce que nous avons une doctrine à la Direction Générale des Impôts, et toutes les réformes que vous proposez là, ce sont des réformes qui sont incompatibles avec notre doctrine. Et comme il n'est pas question de remettre en cause la doctrine de la Direction Générale des Impôts, eh ben, le résultat, c'est qu'on ne peut pas reprendre toutes ces réformes. Alors là-dessus, Juppé dit, moi je me lève parce que j'ai une réunion à l'extérieur, je suis obligé de vous quitter, mais on reparlera de tout ça. Il se lève, à ce moment-là, je vais le voir, et je lui dis, Alain, quand même, tu ne vas pas céder devant ce fonctionnaire arrogant. Il me dit, ah toi, Yvan, pas toi, hein, tu ne vas pas me donner de leçons. D'abord, c'est moi le ministre. Je lui dis, ah oui, tu es le ministre, je ne dis pas le contraire. Mais ton conseiller est vraiment arrogant, et je pense que tu ne suivras peut-être pas totalement, quand même. Écoute, pas toi, tu ne vas pas me faire ce genre de remarques. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que toi, tu as fait l'ENA, comme moi. Hein? Donc tu connais les fonctions publiques de l'intérieur, tu sais comment marche l'État. Alors il y a des députés qui ne savent pas comment ça marche. Alors, évidemment, ils peuvent faire ce genre de critiques, mais toi, tu sais comment ça marche. Tu sais très bien que si je n'obéis pas point par point à ce que me dit la Direction Générale des Impôts, je ne commande plus aucune manette dans ce ministère. Alors, quel aveu d'impuissance, hein, ça ne s'invente pas. Hein, bon. Donc c'est le contraire de Pinet, je veux dire. Mais justement, parce que Pinet, lui, ne connaissait pas le fonctionnement du ministère des Finances. Donc il avait le culot de dire on va faire autre chose. Mais Juppé, qui connaît trop bien le fonctionnement, il s'est dit, on est obligé d'en passer parce que vont faire les fonctionnaires. Voilà. Donc, vous avez un gouvernement donc, qui, en fait, n'est pas responsable devant le peuple, finalement, ne rend pas compte devant le peuple des mesures qu'il prend. Mais s'il rend compte devant quelqu'un, ça serait plutôt devant les fonctionnaires. Les fonctionnaires, eux, ne rendent pas compte devant le peuple, puisque par définition, ils sont statutairement irresponsables. Donc c'est ce que j'appelle un pouvoir irresponsable, en définitive. Alors, j'ai parlé des fonctionnaires. Bon, mais il n'y a pas que les fonctionnaires. Je vous disais tout à l'heure, les cabinets ministériels trient les projets qui viennent de la fonction publique en disant ça passera, la presse va accepter, ça, la presse ne va pas accepter. Donc, monsieur le ministre, si vous voulez continuer à avoir des bons articles dans la presse, hein, laissez tomber telle réforme. Donc, il y a des tas de réformes très utiles comme ça qui ne sont même pas approuvées parce qu'on a peur de la presse. Alors, on a peur de la presse, on a peur des syndicats, on a peur de... Les syndicats, c'est quelque chose de différent, enfin, dans certains ministères, hein, l'éducation nationale. Mais même au ministère de l'Intérieur, que je connais bien, vous avez une puissance considérable des syndicats de police. Bon, et aucun ministre ne voudra aller contre l'avis des syndicats de police. Alors, vous avez les syndicats, vous avez la presse, vous avez les hauts fonctionnaires, vous avez toutes sortes d'associations qui pèsent plus ou moins lourd, qui se prétendent parfois être des autorités morales, etc., qui fonctionnent d'ailleurs en liaison avec la presse et avec l'administration. Ce qui fait qu'en fait, finalement, on a un pouvoir qui théoriquement est très fort, puisqu'il n'est pas contrôlé par le peuple, mais qui en réalité est très faible, parce qu'il est contrôlé par les oligarques. Enfin, moi, ce que j'appelle les oligarques.
parce qu'on fait semblant en France de croire que les oligarques ça n'existe qu'en Russie, c'est une véritable plaisanterie. On a tout autant d'oligarques qu'à Moscou. C'est pas les mêmes, ils ont peut-être moins d'argent, et puis les oligarques, je crois qu'il faut l'entendre au sens large, ce n'est pas forcément des financiers ou des patrons. Les oligarques, ça peut être effectivement des fonctionnaires, ça peut être des journalistes, ce sont des gens qui ont du pouvoir, ils ne sont pas élus au suffrage universel, ils ne rendent pas compte devant le peuple, mais ils ont quand même un vrai pouvoir dans l'élaboration des lois et dans la conduite des politiques menées par l'État. C'est pour ça que dans ce livre, j'ai expliqué qu'on vivait dans une oligarchie et pas une démocratie. Officiellement, le régime est une démocratie, en pratique, c'est une oligarchie. Hein, ça vient du grec, donc archaïne de pouvoir, et oligos, ça veut dire un petit nombre. Donc c'est un petit nombre de gens qui monopolisent le pouvoir. Voilà. Tandis que dans une démocratie, en principe, le peuple peut donner son avis. Bon, la Suisse est une vraie démocratie, mais la France, on ne peut vraiment pas dire ça. Alors vous me direz, ce pouvoir irresponsable, quels sont, après tout, est-ce que c'est forcément si mauvais que ça? Parce que s'il prenait de bonnes décisions, après tout, le fait que le pouvoir ne rende pas compte devant le peuple, c'est pas dramatique s'il prend de bonnes décisions et s'il fait une bonne politique, on pourrait dire ça. C'est bien là le problème, c'est que le pouvoir des élus, de la classe politique, si vous voulez, et des gens qui sont tout autour, c'est essentiellement un pouvoir qui résonne en termes de très court terme. Parce que quand vous êtes moi-même, j'étais député, donc je me souviens très bien, effectivement, la préoccupation qui est la vôtre quand vous êtes député, c'est d'être réélu au bout de 5 ans. Voire moins de 5 ans si le Parlement était dissous. Donc vous raisonnez en termes de 5 ans. Et le président de la République, c'est pareil, il raisonne en termes de 5 ans, ils raisonnent tous donc, dans une zone qui n'est pas le long terme. Paradoxalement, je dirais, le citoyen, qu'on a tendance toujours à considérer comme un imbécile par rapport aux experts, n'est-ce pas? Le citoyen, lui, très souvent, il raisonne en termes de long terme. Il est responsable, si je puis dire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vit dans des sociétés de classe moyenne. Je parle du monde développé. Hein. Je dis, mon analyse n'est pas forcément valable si on traite de certains pays d'Afrique qui sont très sous-développés, où il n'y a pas de classe moyenne, etc. Mais dans un pays normalement développé, je veux dire qu'il y a des classes moyennes très nombreuses. C'est-à-dire vous avez des pauvres, il y en a toujours trop, ça c'est sûr. Vous avez des riches ou des très riches, il y en a aussi. Mais la grande majorité des gens, ce sont les classes moyennes. C'est d'ailleurs un peu cette structure sociologique qui a tué le communisme dans les pays occidentaux, parce que le communisme avait besoin d'une masse d'ouvriers pauvres. À partir du moment où les ouvriers pauvres sont devenus petit à petit des techniciens et des ouvriers moyennement riches, ils sont devenus des petits bourgeois, il n'y avait plus de place pour le Parti communiste, hein, c'est aussi simple que ça. De ce point de vue-là, Marx n'avait pas tort, d'ailleurs, il pensait que, effectivement, c'était la structure sociale qui déterminait un petit peu les orientations politiques. Et là, il y a un peu de vrai. Bon, il ne faut pas exagérer, mais il y a un peu de vrai. Et donc ces fameuses classes moyennes, qui peuvent voter à droite comme à gauche d'ailleurs, en général, n'ont pas les mêmes réactions que les hommes politiques. Parce que le citoyen, je dirais, de la classe moyenne, c'est quelqu'un qui a une famille et des enfants. Il pense à ses enfants, enfin à moins d'être un monstre en général, donc il veut un bel avenir pour ses enfants, donc il raisonne sur des longues périodes, évidemment. Quelque chose qui risquerait pour lui de mettre en cause la prospérité du pays d'ici 10-20 ans, il va se dire, moi je ne le verrai peut-être pas, mais mes enfants vont le voir, je ne peux pas faire ça. Bon. Alors l'homme politique ne raisonne jamais dans ces termes-là. Il a aussi des enfants, l'homme politique, vous allez me dire, oui bien sûr, mais l'homme politique raisonne en termes de carrière. Et lui, ce qu'il veut, c'est ne pas mettre en cause sa carrière tout de suite, dans 2-3 ans, en prenant des réformes, disons, impopulaires, comme par exemple, je ne sais pas, moi, reculer l'âge de la retraite, augmenter les cotisations de retraite, pour prendre cet exemple-là. Il sait qu'on va à la catastrophe financière, mais il ne le fera pas parce qu'il ne veut pas créer de mécontentement immédiat, qui gênerait sa réélection et sa carrière. Donc, c'est-à-dire que l'homme politique va mettre en balance sa carrière personnelle d'homme politique et puis son intérêt à long terme, qui est un intérêt de père de famille. Il va mettre en balance les deux. Mais il aura tendance surtout à penser quand même à sa carrière, parce que c'est le court terme. Et on pense plus au court terme quand il y a un danger dans le court terme qu'au danger qui aura lieu dans 20 ans. Parce que ça, dans 20 ans, on verra bien. Donc ça, c'est le calcul que fait l'homme politique. Celui qui n'est pas un homme politique, il n'a pas de carrière à faire. Hein. S'il vote pour une loi ou contre une loi, c'est pas du tout en fonction de sa carrière, ça n'aura aucune répercussion sur sa carrière. Donc ça n'a rien à voir, donc il est beaucoup plus libre que l'homme politique, paradoxalement. Ensuite, il va raisonner en bon père de famille, je disais. Il va raisonner aussi en termes de propriétaires, c'est-à-dire que les classes moyennes sont des gens qui sont propriétaires, pour la grande majorité d'entre eux. Certes, des petits propriétaires, hein. Ce ne sont pas des grands capitalistes, bien sûr, c'est des petits propriétaires, mais ils y tiennent à leur propriété, ils y tiennent énormément. Ils veulent ensuite la transmettre à leurs enfants. Et un propriétaire ne raisonne jamais de la même manière qu'un locataire. Ça, c'est connu. De même qu'un propriétaire ne raisonne pas de la même manière qu'un gestionnaire.
Et cette masse de petits propriétaires, si vous voulez, explique pourquoi les pays qui ont la démocratie directe ont de bons résultats finalement. Enfin, pourquoi les référendums donnent de bons résultats. Que ce soit en Suisse, que ce soit dans l'ouest des États-Unis, maintenant un petit peu en Italie, en Allemagne, puisque ça commence à exister dans ces pays-là. Vous avez une masse énorme de petits propriétaires qui prennent des décisions et ne prennent pas les mêmes décisions du tout que les hommes politiques. On l'a vu sur un certain nombre de sujets, sur des sujets comme l'immigration, l'insécurité, les impôts par exemple. En général, les citoyens de base ne raisonnent pas, ils ne décident pas, disons même, de la même façon que les dirigeants. Et ils obligent les dirigeants à aller dans leur sens. Je vois par exemple, récemment, là, il y a 1 an, en Suisse, on a voté une loi qui prévoit l'expulsion des criminels. Cette loi pose un problème aux dirigeants parce que la Suisse a adhéré aux accords de Schengen. Donc en principe, elle est censée accepter la libre circulation à ses frontières. Si on expulse les criminels, ça veut dire qu'ils vont aller en France, par exemple, ou en Allemagne, et puis ensuite ils vont retourner en Suisse, puisqu'il n'y a plus de contrôle aux frontières. Donc ça veut dire qu'il faut rétablir les contrôles aux frontières. Si on rétablit les contrôles aux frontières, on viole les accords de Schengen. Et la Suisse, actuellement, est dans cette situation. Ses dirigeants ont adopté les accords de Schengen, et ils viennent d'avoir un référendum qui oblige forcément à remettre en cause la liberté de circulation totale. Donc on voit bien, si vous voulez, comment un peuple, par des référendums, va obliger ses gouvernants à modifier leur politique. Par exemple, les dirigeants, depuis longtemps, les dirigeants suisses, dans leur majorité, disons, qu'il s'agit des dirigeants patronaux, syndicaux, médiatiques, enfin ces oligarchies qui gouvernent, ils ont les mêmes que nous, hein, ils sont plutôt favorables à l'adhésion à l'Union européenne. Mais le peuple ne veut pas. Et le peuple ne veut vraiment pas. Les Suisses ne veulent pas adhérer à l'Union européenne. D'ailleurs, effectivement, ça leur réussit plutôt, il faut reconnaître, parce qu'ils ont gardé le franc suisse, ils ont une monnaie très solide, ils ont une économie, les salaires sont à peu près le double des salaires français aujourd'hui, hein, quand c'est pas plus. Et donc, ils sont encouragés dans l'idée que le fait d'être en dehors de l'Europe, finalement, leur apporte beaucoup de bénéfices, puisqu'ils sont beaucoup plus riches que les pays européens. En plus, il y a plusieurs mauvais exemples comme ça, parce que la Norvège, c'est pareil aussi. La Norvège ne fait pas partie de l'Europe, et elle est beaucoup plus riche que le reste de l'Europe. Bon. Donc, c'est des contre-exemples, si vous voulez. Et pourquoi la Suisse n'est pas dans l'Europe? C'est essentiellement à cause des référendums. Parce que s'il n'y avait pas de référendum, ils auraient adhéré à l'Union européenne. Ça, c'est tout à fait certain. C'est tout à fait certain. Donc les décisions que prend la classe politique, c'est pas la même chose que les décisions que prennent les citoyens de base. Et c'est bien pour ça qu'il faut, à mon avis, mettre en place des mécanismes de démocratie directe pour que le pouvoir politique redevienne responsable. Puisque le gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement, puisqu'en fait il contrôle le Parlement, il tient son Parlement. En fait, le seul contrôle possible qui peut exister, c'est le contrôle populaire, c'est-à-dire donc des référendums. Je ne vois pas très bien comment on peut sortir de cette dialectique-là. Et donc, de même qu'en politique, je pense qu'il faut responsabiliser le pouvoir en créant la démocratie directe, c'est-à-dire en permettant aux citoyens de déclencher des référendums sur les lois votées par les hommes politiques. De même, dans le domaine économique, il faudrait modifier sans doute un certain nombre de lois, de textes, pour réintroduire la responsabilité aussi dans la gestion des sociétés privées, notamment des grandes sociétés. Alors il y a des orientations, je sais que M. Michelin, par exemple, le père, hein, celui qui a pris sa retraite maintenant, était hostile à la société anonyme telle qu'elle fonctionne aujourd'hui en France. Il préfère une société d'un autre type, la commandite par action, qui est un type de société effectivement où les responsables sont responsables de façon beaucoup plus réelle que dans le système de la société anonyme. Bon. Il est certain, il y a des études qui sont faites là-dessus qui montrent que souvent les petites et moyennes entreprises sont beaucoup plus performantes que les très grandes entreprises. Contrairement à ce qu'on prétendait il y a 20 ou 30 ans. Parce qu'il y a 20 ou 30 ans, plus c'est grand, mieux c'est. C'est ce qu'on appelait la théorie des économies d'échelle. On s'est aperçu depuis que ce n'est pas du tout à fait comme ça que les choses se passent. Il y a certaines choses, effectivement, où on est obligé d'avoir des très grandes entreprises, comme l'industrie automobile, par exemple, parce que des petites entreprises ne pourraient pas le faire. Mais dans la plupart des domaines, la PME est plus efficace que la grande entreprise. L'Allemagne, qu'est-ce qui fait la force de l'Allemagne ou de la Suisse, d'ailleurs, sur le plan industriel? Parce que la Suisse, contrairement à ce qu'on croit, c'est une puissance financière, c'est vrai, mais c'est surtout un pays industriel. 80% du PNB suisse est fait par l'industrie, non pas par les banques. Les banques doivent représenter 12%, je crois. L'Allemagne, c'est pareil, c'est l'industrie qui fait la force de l'économie allemande. Or, l'industrie allemande, ce sont des PME. Enfin, des grosses PME, disons. Ce sont des entreprises de taille moyenne
Et ce qui est très très étonnant et intéressant, c'est qu'une bonne partie de ces sociétés, une très grosse part, mais je n'ai pas le pourcentage en tête, mais enfin une très grosse part, ce sont des sociétés familiales. Les sociétés familiales en Allemagne ont un poids tout à fait considérable. Et là, c'est le père de famille, il est propriétaire de son entreprise. Et comme il est propriétaire de son entreprise, il ne veut pas s'engager dans des terrains totalement irresponsables, il ne veut pas s'amuser à remettre en cause la sûreté de son entreprise en essayant d'avoir des risques, en prenant des risques complètement fous pour essayer d'avoir des gains à très court terme, parce que c'est pas un raisonnement de propriétaire, ça, c'est un raisonnement effectivement de gestionnaire. Et donc, on voit que l'efficacité des entreprises familiales et des petites entreprises est quelque chose de tout à fait remarquable. Et je crois que les 3/4 des exportations allemandes qui envahissent le monde maintenant viennent d'entreprises moyennes. Alors pas des toutes petites, bien sûr, des entreprises moyennes qui peuvent avoir des cadres extrêmement, évidemment, performants, qui sont des ingénieurs de très haut niveau, etc. Donc il faut une certaine surface, c'est vrai. Mais ce n'est pas des très très grandes entreprises. Donc je crois qu'il serait important de revoir le tissu économique du pays en favorisant justement ces entreprises moyennes. Donc les hauts fonctionnaires du ministère des Finances ont toujours favorisé les très grandes entreprises. Parce que ça leur ressemble, c'est plus facile pour eux de dialoguer avec 3-4 grands patrons qui dirigent d'énormes appareils administratifs qui ressemblent au ministère finalement, que de discuter avec évidemment 3000 chefs d'entreprise petits. Donc l'administration en général n'a jamais favorisé les moyennes et les petites entreprises. C'est pourtant ce qu'il faudrait faire. Donc je crois que dans le domaine politique, il faudrait plus de démocratie directe. Dans le domaine économique, il faudrait trouver un certain nombre de textes juridiques qui permettent de rétablir la propriété, de faire en sorte que la propriété responsable, si je puis dire, domine vraiment le système économique, parce que ce sont les propriétaires qui sont les gens qui payent de leur propre argent et ils ne font donc pas n'importe quoi. Réévaluer en quelque sorte le propriétaire par rapport au gestionnaire, hein, c'est un peu ça. Et puis dans d'autres domaines, il est nécessaire aussi de réintroduire le principe de responsabilité partout où c'est possible. Alors c'est un travail du juriste, bien entendu, que d'entrer dans le détail de tout cela, mais je crois que c'est absolument indispensable si on veut de nouveau prendre des décisions raisonnables, disons, ce qu'on ne fait pas depuis de très nombreuses années. Et là, actuellement, les pays occidentaux sont menacés carrément de faillite, de difficultés majeures, parce que leurs élites sont composées de fonctionnaires ou de salariés qui sont largement irresponsables et qui donc peuvent prendre toutes sortes de décisions soit inefficaces, soit trop risquées, mais dans leur carrière, au contraire, ça les sert. Mais ensuite, on s'aperçoit évidemment que les conséquences de cette gestion sont parfaitement calamiteuses. Voilà, donc si vous voulez, je critique dans ce livre les oligarchies parce que je dis, on prétend être en démocratie, c'est pas vrai, on est en oligarchie, mais en plus j'aurais pu ajouter dans le titre de mon livre l'idée que cette oligarchie, elle est critiquable précisément parce qu'elle est irresponsable. Si on avait des oligarchies responsables, elles prendraient sans doute de meilleures décisions, et ce qui n'est pas le cas. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour poser une question, il faut venir à côté du micro. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une question pour Yvon Blot. Ma question porte sur l'anecdote que vous avez racontée à propos d'Alain Juppé. En fait, j'aimerais en savoir plus sur ce pouvoir de la haute administration et sur la prétendue impossibilité des ministres de commander un ministère ou de virer des hauts fonctionnaires si nécessaire pour faire appliquer une politique. Voilà, oui. Là, c'est du vécu dont je vais parler, hein, effectivement. Alors, j'ai cité l'exemple de Juppé. Je pourrais prendre maintenant un deuxième exemple. Il y a 2-3 ans, l'Élysée a décidé de monter une opération pour essayer de réduire les dépenses publiques. On a appelé ça la RGPP, c'est-à-dire la révision générale des politiques publiques. Et j'ai fait partie de cette équipe qui s'occupait de ça. Et j'étais chargé du Quai d'Orsay. Eh bien, avec une inspectrice générale des finances, on est allé voir le ministre des Affaires étrangères, qui était M. Kouchner. Le ministre des Affaires étrangères nous a dit, bon, bah écoutez, vous êtes chargé d'aller voir les directions de mon ministère, et puis d'essayer de faire des coupes sombres dedans pour qu'on dépense moins. On
Moi, en tant que ministre, évidemment, ça ne m'arrange pas, pour être très franc. Mais vous avez un mandat de l'Élysée et de Matignon, et donc du Premier ministre, et donc je suis bien obligé d'obéir. Alors, donc je suis bon prêt, je vous laisse faire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Moi, je ne peux pas m'opposer à ça. Puisque vous êtes soutenu par le Président de la République et par le Premier ministre. Mais ce que je vous demanderai, c'est quand vous allez voir tous les directeurs de mon ministère, vous me fassiez part ensuite du résultat de vos travaux, pour que je sois un peu au courant quand même, et que le jour où il y a des réformes qui se feront au Quai d'Orsay, je puisse moi-même connaître ces réformes, en discuter avec les directeurs, et ne pas donner l'impression d'être complètement largué. Et il disait ça en rigolant d'ailleurs un peu, hein. Il ne se faisait aucune illusion sur son véritable pouvoir de ministre de ce point de vue-là. Bon. Ça montre quand même une fragilité extraordinaire. Alors évidemment là, M. Kouchner, c'est un assez bon exemple, je veux dire, parce que c'est un médecin, il n'a jamais été diplomate de carrière, donc il connaissait mal sa propre administration, évidemment, et il était à la tête d'une énorme machine dont il comprenait que partiellement, à mon avis, les rouages. En plus, il était mis sous tutelle, parce que le vrai ministre des Affaires étrangères en France, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères. La vérité, c'est pas du tout ça. Le vrai ministre des Affaires étrangères, c'est le président de la République, bien sûr, mais c'est son conseiller diplomatique. Actuellement, c'est M. Lévite. M. Lévite a bien plus de pouvoir que le ministre des Affaires étrangères. Enfin, ça dépend qui c'est, hein, c'est toujours pareil. Mais du temps de Kouchner, c'était vraiment très très net. Le pouvoir était à l'Élysée, et M. Kouchner, il faisait son métier, bon, de ministre au sens formel du terme, mais c'est pas lui qui prenait les décisions. C'est un exemple, hein, je prends cet exemple parce que je l'ai vécu, et ensuite on a été voir les différentes directions, etc., qui nous ont plus ou moins bien reçus, et qui nous ont permis ensuite de faire des rapports pour voir où là on pouvait faire des économies. On a surtout découvert des économies dans le secteur des affaires culturelles du Quai d'Orsay, parce que là on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une gabegie extraordinaire, parce que dans le domaine des affaires culturelles, c'est un domaine privilégié où on peut distribuer l'argent des autres, c'est-à-dire l'argent du contribuable, à ses copains. Parce que les critères sont quand même pas très clairs, hein. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau, faut-il investir, etc. Donc on fait un peu ce qu'on veut. Et je me souviens d'une ambassade, dont je ne pourrais pas dire le nom, mais peu importe, une ambassade par exemple, où il y avait des crédits très importants qui étaient alloués à des concerts de jazz en langue anglaise. Et ces crédits étaient officiellement des crédits qui avaient pour but de défendre la francophonie. Alors il faudrait savoir ce qu'on veut. Hein, si on veut défendre la langue française, alors ça on ne veut pas le faire, après tout c'est aussi notre politique, mais si on veut le faire, c'est quand même un peu fort de café de dépenser l'argent qui est fait pour défendre la francophonie à donner des subventions à des orchestres de jazz en langue anglaise, d'autant plus que le jazz étant assez bien apprécié du public, je ne suis pas sûr qu'il faille le subventionner. Mais c'était du copinage évidemment. Bon, on n'a pas prononcé le mot, hein, bien sûr, ça ne se fait pas. Mais voilà, alors il y a des choses de genre. Alors moi je dis souvent que les ministères sont gouvernés en fait par un club de directeurs. Vous avez dans chaque ministère une dizaine, disons, de personnes qui vraiment comptent beaucoup, surtout s'ils se mettent d'accord entre eux. Et si ces 10 directeurs sont d'accord entre eux, ils peuvent vraiment orienter le ministère dans une certaine direction, persuader le ministre qu'il faut faire ça, et en plus ils ont plein d'arguments techniques, parce qu'eux ils sont là depuis des années et des années, évidemment, ils ont tous les dossiers. Le ministre il vient d'arriver, comment voulez-vous qu'il décide sans l'avis des techniciens, hein? C'est pas possible ça. Donc, en fait, la fonction publique se retrouve dans une situation de monopole. C'est-à-dire, une des raisons pour lesquelles moi je suis tellement pour la démocratie directe, c'est que la démocratie directe, en fait, ça permet d'organiser une concurrence entre le peuple et la classe politique, ça c'est vrai. Puisque la classe politique vote des lois, bon, le Parlement vote des lois, et ensuite le peuple peut les remettre en cause par référendum. Donc il y a une concurrence, au fond, qui s'organise entre le peuple et le Parlement. En apparence, c'est ça, mais si on creuse un petit peu plus profondément les mécanismes de décision, en réalité, ce n'est pas les parlementaires qui décident des lois, hein, c'est pas du tout, c'est les hauts fonctionnaires des ministères qui rédigent les lois. Bon, les parlementaires les modifient à la marge, mais le cœur d'un texte de loi, en fait, il est préparé par les hauts fonctionnaires. Il n'est jamais fait par les parlementaires, qui souvent ne sont pas des juristes, sont incapables de le faire d'ailleurs. Moi j'étais les deux, alors j'étais de l'autre côté de la barrière, donc je peux le voir. Donc en fait, ceux qui font les lois, ce n'est pas les députés, ce sont les hauts fonctionnaires qui sont derrière. Et quant au peuple, le peuple lui-même, lorsqu'il fait des référendums en faveur d'une loi ou contre une loi, etc., les citoyens qui lancent cette initiative ne sont pas forcément tous des juristes. Mais c'est pas grave, parce qu'il faut appel à des cabinets juridiques à ce moment-là.
Alors, aux États-Unis, notamment, c'est devenu une véritable industrie, effectivement. Quand vous faites une initiative pour lancer une loi sur un sujet qui vous plaît, vous allez voir le cabinet d'avocats, et le cabinet d'avocats va rédiger le texte avec vous. Donc vous avez une concurrence entre les avocats qui sont des juristes privés, et puis les fonctionnaires qui sont des juristes publics. Mais vous n'avez pas qu'une seule source de dossier, vous avez au moins une vraie concurrence, si je puis dire. Et donc moi j'ai la faiblesse de penser que là où il y a une vraie concurrence, les textes sont meilleurs. Tandis que si c'est uniquement dans les mains des fonctionnaires et que personne d'autre ne peut intervenir sur le processus de rédaction de la loi, vous avez un monopole en quelque sorte, et comme les fonctionnaires ne sont pas évidemment omniscients, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des lois qui soient votées, qui ne soient pas de très bonnes lois. D'autant plus qu'il y a un autre facteur qui joue, et ça c'est un facteur, je dirais, presque philosophique, mais qui est largement ignoré, c'est que pour bien connaître une situation, il faut être plongé dedans, en fait. Si vous êtes complètement à l'extérieur et que vous étudiez une situation à partir de rapports qui vous sont remis par des services, non pas que les rapports soient faux, bien sûr, vous aurez quand même une certaine idée de la situation que vous voulez gérer, mais une certaine idée seulement. Mais il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper parce que vous ne le vivez pas. C'est Heidegger qui dit toujours, si vous voulez savoir ce que c'est que la natation, il faut vous jeter dans le fleuve. Vous pouvez aussi lire des bouquins sur la natation, bien sûr. En plus, ces bouquins seront sûrement bien faits, ils diront des choses exactes, mais ils ne vous donneront pas la vérité de ce qu'est la natation, cette vérité, disons, que vit quelqu'un qui se met à nager dans le fleuve. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. Bon. C'est pareil en politique, si vous voulez, parce que la politique, c'est la vie, en définitive. Hein. Et vous ne pouvez pas demander à un chargé de mission, pour l'intégration, par exemple, des immigrés auprès du Premier ministre, d'avoir la même vision et les mêmes informations des problèmes que pose une immigration mal contrôlée. Et ce chargé de mission n'aura pas la même vision qu'un ouvrier français qui habite en banlieue, dans une banlieue concernée par ces problèmes d'ordre public, ces problèmes d'immigration excessive. Lorsque tous les matins vous avez un chauffeur qui vous emmène à votre bureau place Vendôme dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle pour faire des démagogie, mais c'est quand même vrai. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas avoir la même idée de l'immigration que si vous vivez, évidemment, dans une zone où l'immigration pose des problèmes. Alors dire, c'est bien pour ça qu'on crée des corps d'inspection, d'ailleurs, parce que les inspections en principe sont censées aller sur place. Mais je veux dire, on va sur place et grâce à ça on arrive à rectifier certaines choses. Parce que les fonctionnaires qui sont dans leur bureau, dans les ministères, eux ne vont pas sur place. Et c'est pour ça qu'on fait des corps d'inspection, pour donner des informations complémentaires aux ministres. Mais nous-mêmes, on n'est quand même pas... On va voir les choses sur place, c'est vrai, mais c'est quand même artificiel. On ne vit pas la situation. Donc, comme on ne la vit pas, on ne peut pas avoir exactement le même point de vue que quelqu'un qui vit cette situation. Donc il y a forcément un décalage. Et c'est pour ça que la démocratie directe est une bonne chose, parce que ce sont des gens qui vivent les problèmes, qui votent dans les référendums. Tandis que quand c'est les parlementaires, ils vivent pas du tout enfin, très souvent, ils ne vivent pas du tout les problèmes qui vont frapper ensuite leurs concitoyens. Par exemple, les hausses d'impôts, c'est très très flagrant. Un parlementaire, il va voter une hausse d'impôts. Parce que le gouvernement lui dit, il faut augmenter les impôts. Bon, alors, le parlementaire, il obéit au gouvernement. Pourquoi ? Parce que le parlementaire n'est pas responsable devant le peuple, il est responsable devant le gouvernement, devant ses chefs politiques. Un député RPR, à l'époque, moi où j'y étais, il était responsable devant M. Chirac, en fait, devant le patron du parti, qui pouvait le foutre à la porte. Mais il n'était pas responsable devant le peuple, ça c'est une théorie, mais c'est pas la vie quotidienne, c'est pas ça. La vie quotidienne, c'est que vous avez peur de M. Chirac, qui est votre président, et vous ne voulez pas le contredire. Bon, vous n'avez pas peur du peuple, hein, parce que le peuple, il vote une fois tous les 5 ans, et puis vous savez très bien que si vous avez une bonne circonscription, de toute façon, vous serez réélu, donc le problème n'est pas là. Donc, en fait, lorsque vous êtes parlementaire, donc, vous acceptez assez facilement d'augmenter vos impôts. Maintenant, si vous êtes chef d'une petite entreprise qui est frappée par ces hausses d'impôts et que ça fait basculer votre bilan du mauvais côté, évidemment, vous n'allez pas le vivre de la même manière, hein, ça c'est sûr. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on assiste à ces décalages qui ont été étudiés par des universitaires étrangers en général, parce qu'en France, il n'y a aucune étude là-dessus. Mais l'université de Los Angeles a fait des travaux là-dessus, l'université de Marbourg en Allemagne a fait des travaux là-dessus, les universités suisses ont fait des travaux là-dessus. On constate que là où il y a la démocratie directe, il y a 30% d'impôts en moins. Parce que ce sont les gens qui sont concernés qui votent. Tandis que les députés, les hauts fonctionnaires, eux, ça ne va pas changer leur carrière, ça ne va pas changer leur salaire, le fait d'augmenter les impôts sur les entreprises. Hein, ça, pour eux, ça ne change rien. Voilà. Donc je pense que notre système ne prend pas de très bonnes décisions parce que ce sont des décisions de nature bureaucratique qui sont faites à partir d'expertises qui sont faites par des gens qui voient les choses de l'extérieur ou à partir de statistiques et d'approches donc indirectes. Toute proportion gardée, c'était le défaut de l'Union soviétique.
l'Union soviétique, c'était bien pire, parce qu'il n'y avait pas d'économie de marché, donc toutes les décisions étaient prises de cette façon-là. Alors c'était une catastrophe, on a bien vu le résultat. Mais le système français, je veux dire, le système français de décision bureaucratique à l'intérieur des ministères et au Parlement, c'est un peu comme l'Union soviétique, disons, en moins grave, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui compensent le truc, parce qu'il y a quand même une économie de marché, etc., qui ne dépend pas des ministères. Mais c'est quand même un peu le même phénomène. Donc, pour pouvoir réintégrer les informations que l'appareil bureaucratique ne peut pas mettre dans son système de décision, il faut que les décisions partent de la base. Alors, en politique, ça s'appelle les référendums. Je ne connais pas d'autres systèmes. Bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, jeune homme et puis madame après. En fait, est-ce que vous pensez, comme vous défendez la démocratie directe, est-ce que vous ne pensez pas que parfois le peuple peut se tromper? Alors, c'est effectivement une question classique en la matière. Le problème n'est pas de savoir si, dans l'absolu, le peuple peut se tromper ou non. Le problème est de savoir s'il vaut mieux avoir des décisions prises avec la participation du peuple ou s'il vaut mieux avoir des décisions prises uniquement par des députés, ce qui est d'ailleurs purement théorique, mais en fait ces décisions sont prises plutôt par des hauts fonctionnaires, des syndicats et cet appareil oligarchique. Le choix concret, disons, qui est devant nous, c'est celui-là. C'est pas de savoir si le peuple est parfait en soi, c'est de savoir s'il vaut mieux une participation du peuple que pas de participation du peuple, et si les décisions des experts vont être des bonnes décisions. Moi, je dois vous dire que devant ce qui se passe dans le monde bancaire et dans le monde financier depuis 2008, disons, depuis la grande crise américaine des subprimes, eh bien, franchement, si on a encore confiance dans les experts, ben bravo. Parce que les agences de notation se sont trompées, les banques se sont trompées, enfin, c'est quelque chose d'effarant, quoi. Quand on voit les erreurs majeures qui ont été commises par les dirigeants, et là je parle du secteur privé, je ne parle même pas des gouvernants, hein, on a tendance à se dire que ces fameux experts qui sont censés connaître parfaitement bien les situations, en réalité gèrent des choses qu'ils comprennent extrêmement mal. Donc je ne vois pas très bien en quoi le peuple pourrait être plus nul, disons, que les gens qui ont pris ces décisions absurdes, qui ont consisté à faire entrer la Grèce dans l'euro, etc., pour en prendre une parmi d'autres, hein, mais bon, qui ont consisté à nous endetter de façon complètement déraisonnable pendant plus de 20 ans, que ce soit M. Giscard d'Estaing, non, enfin lui encore pas trop, mais que ce soit M. Chirac ou M. Mitterrand au pouvoir, on a laissé filer de la dette publique, etc., de façon parfaitement irresponsable. Alors, est-ce que le peuple aurait été aussi irresponsable? Alors, c'est ce que dit la classe politique pour se défendre. Ils disent, oh, mais le peuple, il serait pire. Ben, c'est pas ce qu'on constate. On constate dans les pays où la démocratie directe fonctionne que les décisions populaires sont raisonnables. Et moi je dis qu'elles sont raisonnables, non pas parce que les gens sont géniaux, c'est pas ça, ça serait de la démagogie de dire ça. Elles sont raisonnables parce que les gens, ils vivent leur situation et ils sont capables de prendre des décisions de bon sens par rapport à leur vie quotidienne. Tandis que les hommes politiques, eux, ils ne prennent pas des décisions en fonction de leur intérêt, en fonction de l'intérêt du citoyen de base, ils prennent des décisions en fonction de leur carrière possible. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui se rendent parfaitement compte qu'ils votent des choses absurdes. Mais ils ne diront rien, on dirait c'est de la lâcheté, etc., on peut dire ce qu'on veut moralement, mais ils ne diront rien parce que ils ne veulent pas remettre en cause leur carrière, hein, c'est ça le problème. Tandis que le citoyen, quand il vote à un référendum, c'est pas une question de carrière pour lui, il vote ce qu'il pense. Bon. Et en général, on s'aperçoit qu'il pense plutôt le bon sens. Alors, je vais vous citer encore un cas plus caricatural, parce qu'on me l'a sorti 2 ou 3 fois. Moi. On m'a dit, oui, mais avec ce système de décision référendaire, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir brusquement une dictature qui se mette en place, par exemple? Alors moi, je voudrais quand même faire observer que, historiquement, les pays qui fonctionnent le plus avec la démocratie directe, c'est l'Ouest des États-Unis et la Suisse, n'ont jamais été des pays fascistes, que je sache, alors que des pouvoirs fascistes sont arrivés dans des pays qui avaient la démocratie parlementaire. M. Adolf Hitler était candidat aux élections, il a gagné les élections, il avait le parti qui a eu la majorité au Parlement allemand, au Reichstag, et c'est le président, le chef de l'État, disons, qui s'appelait Hindenburg, l'a nommé Premier ministre parce qu'il était le chef du plus gros parti au Reichstag. C'est un système totalement parlementaire. Et 6 mois plus tard, le même Parlement votait les pleins pouvoirs au dictateur. Ce schéma, qui est le schéma de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, vous le retrouvez exactement le même schéma en Italie 10 ans avant. 10 ans avant, ce sont les parlementaires, bon, Mussolini a gagné les élections, voilà. Il a eu donc le plus gros groupe parlementaire. Ensuite, le chef de l'État, qui était le roi en l'occurrence, donc l'a nommé
Premier ministre. Et puis 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, non, il a attendu plus qu'Hitler, hein, beaucoup plus même. Il a attendu peut-être 2-3 ans. Pendant 2-3 ans, le régime fasciste, enfin, le régime mussolinien, disons, était resté une démocratie. Et puis à un moment, il a voulu avoir les pleins pouvoirs, et il l'a fait voter par le Parlement. Le Parlement, aucun problème, le Parlement lui a donné les pleins pouvoirs. Troisième exemple que je prendrai, je vais encore en prendre 2, les pleins pouvoirs en maréchal Pétain. Que je sache, c'est les parlementaires de la Troisième République qui étaient tous plus ou moins radicaux, francs-maçons, etc., qui ont voté les pleins pouvoirs en maréchal Pétain. Alors à qui se fier, n'est-ce pas? Enfin, dire que les citoyens sont beaucoup plus dangereux que les parlementaires, l'exemple historique ne montre pas ça. Et puis le dernier exemple que je voudrais citer, parce qu'il est tout récent, c'est au mois de juillet dernier. Il y a un certain Premier ministre italien qui vient de perdre son poste, d'ailleurs M. Berlusconi, n'est-ce pas, vous connaissez bien. M. Berlusconi a fait voter par le Parlement une loi le mettant à l'abri de toute poursuite judiciaire. Ce qui est quand même un scandale absolu, je veux dire. Eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les parlementaires italiens? Eh bien, ils ont voté, ils ont donné leur accord. Ils ont voté pour que le Premier ministre soit à l'abri de toutes les poursuites judiciaires possibles. Mais, comme en Italie, il y a maintenant une loi partielle, d'ailleurs, de démocratie directe depuis 1974, vous avez 500 000 citoyens furieux, indignés, comme on pourrait dire, qui ont décidé de faire une pétition contre cette loi qui venait d'être votée par le Parlement. Et ils ont eu les 500 000 signatures, donc ça a déclenché un référendum. Et le référendum, 70% des voix, je crois quelque chose comme ça, les Italiens ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette loi qui exemptait M. Berlusconi de toute poursuite judiciaire. Ce qui fait que, du coup, il s'est retrouvé face à face avec la justice, grâce au référendum. Hein. Mais il n'y aurait pas eu le référendum, les parlementaires, ils continuaient à soutenir Berlusconi, alors qu'ils savaient pertinemment qu'il était coupable. Donc, je ne veux pas jeter la pierre aux parlementaires en essayant de montrer qu'ils sont forcément plus malhonnêtes que les autres citoyens. Mais le problème, c'est que les parlementaires, ils ont des carrières à faire, c'est tout. Comme ils ont... Parce que c'est devenu un métier aussi. Alors ça, c'est le gros défaut, si vous voulez. En Suisse, par exemple, les députés, c'est pas leur métier. Vous n'êtes pas payé, alors le problème est réglé. On vous rembourse seulement vos frais. Mais vous n'êtes pas payé, donc vous êtes obligé d'avoir un métier à côté. M. Freisinger, n'est-ce pas, par exemple, il est enseignant, il continue à enseigner l'allemand dans son collège, hein, parce qu'il ne peut pas faire autrement. M. Blocher, lui, il est chef d'entreprise, une très grosse entreprise de chimie. Bon, ça doit lui prendre les 3 quarts de son temps, j'imagine. Le reste du temps, il fait de la politique. Mais il est obligé de faire les deux. Donc là, c'est une situation très différente. Mais quand vous êtes, comme en France, quand vous êtes, par exemple, instituteur, je prends ça parce qu'il y a beaucoup d'exemples, hein, instituteur ou professeur de gymnastique, vous vous inscrivez au Parti Socialiste, vous devenez député. En devenant député, votre salaire est multiplié par 10 à peu près. Vous avez envie de rester député, évidemment, vous n'avez pas envie de redevenir instituteur ou de redevenir prof de gym en perdant 90% de votre salaire, évidemment. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester fidèle au parti, vous allez obéir au chef du parti, surtout s'il est président de la République, surtout pour ne pas perdre votre poste de député. C'est humain. Je ne dis pas que c'est pas héroïque, c'est pas extraordinaire, c'est humain. Bon. On met les gens dans des situations telles qu'ils ne peuvent pratiquement pas décider autrement. Donc, je veux dire, le choix n'est pas de dire est-ce que le peuple a toujours raison ou est-ce qu'il a toujours tort. On constate d'abord historiquement que là où le peuple s'exprime, en général, il prend des décisions plutôt modérées, parce qu'il faut quand même 50% des voix. Hein. C'est pas si simple. Faire voter à 50% des textes délirants ou extrémistes, ça s'est rarement vu. Hein. Dans des situations normales, je veux dire, avec des populations où il y a des classes moyennes nombreuses, encore une fois. Le problème n'est pas de savoir donc, si bien sûr que le peuple peut se tromper, ça c'est évident, tout être humain peut se tromper, mais l'expérience historique montre que ce n'est pas tellement le cas. L'expérience historique montre que par contre les parlements se sont souvent lourdement trompés et ont même mis en place des dictateurs, souvent, les parlements en Europe, je veux dire, hein, pas en Afrique noire. Hein, bon. Donc dans des pays soi-disant d'ailleurs très développés, une vieille tradition de démocratie, etc., le résultat était quand même celui-là. Et le choix concret, c'est est-ce qu'on veut un gouvernement oligarchique où officiellement les députés font les lois, mais où en pratique ce sont les fonctionnaires qui sont derrière qui font les lois, mais qui ne payent pas les conséquences de leurs erreurs. Or, ils font des erreurs. On en a plein de preuves qu'ils font des erreurs. Ils ne sont pas omniscients, même s'ils sont bons, compétents, je ne dis pas, hein, mais ils font quand même des erreurs. Et puis le peuple, les citoyens, qui évidemment peuvent aussi faire des erreurs, mais est-ce qu'il faut les mettre en concurrence ou donner le pouvoir uniquement à ces hauts fonctionnaires et aux députés qui sont censés porter les lois formellement, et puis écarter complètement le peuple, ce qu'on fait actuellement. Moi je dis, il vaut peut-être mieux, effectivement, donner la parole au peuple et lui permettre de dire non à certains projets, ou de lancer des textes nouveaux, de telle façon qu'il y ait un dialogue entre le peuple et la classe politique. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de dialogue, hein, c'est la classe politique qui décide de tout toute seule. Voilà.
Avant-dernière question, madame. Oui. Vous pouvez rester là si vous parlez D'accord. fort. Ouais. Oui, oui. Ce que vous dites est passionnant. Alors ma question porte sur les députés européens et les lois de l'Europe, parce qu'ils sont encore plus éloignés Oui. du peuple et encore moins contrôlables. Et alors quel est le type d'oligarque qui dirige les députés, enfin le Parlement européen? C'est la Commission avec ses 30 000 fonctionnaires. Ah oui. Le vrai pouvoir européen, c'est la Commission. D'abord, la Commission a le monopole de l'initiative des lois. C'est-à-dire que si vous êtes député européen, moi j'ai été député européen, quand vous êtes député européen, vous ne pouvez pas dire, tiens, je voudrais faire une loi, par exemple, contre le tabac dans les lieux publics, en admettant, ou le contraire, peu importe. Hein. Je voudrais faire une loi. Bon, mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas l'initiative des lois. Vous êtes obligé d'aller voir un fonctionnaire de la Commission en disant, est-ce que la Commission pourrait prendre l'initiative d'un texte qui empêcherait les gens de fumer dans les lieux publics? Et si la Commission veut bien le faire, elle le fait. Si elle ne veut pas le faire, le fait d'être député ne sert strictement à rien. Donc elle a l'initiative des lois, ce qui est scandaleux. Elle a le monopole de l'initiative des lois, ce qui n'est pas normal. Au Parlement français, les députés peuvent aussi avoir l'initiative des lois. Ce qu'il y a, c'est que le gouvernement a la priorité. Donc il fait passer ses textes avant et souvent après, il n'y a plus de temps pour traiter les textes dont les députés ont l'initiative. Mais au Parlement européen, le système européen est un système monstrueux depuis le départ. Il a été conçu au départ dans une grande méfiance de la démocratie, il faut bien le dire, une grande méfiance à l'égard des peuples d'une façon générale, parce qu'on sortait d'une guerre épouvantable, qui est la Seconde Guerre mondiale, et on se disait, pour empêcher le retour de la guerre, il faut créer des solidarités économiques qui fait que plus personne n'aura intérêt à ce qu'il y ait une guerre qui se fasse. Et pour créer ces solidarités économiques, il faut une haute autorité qui va faire une politique, justement, économique nouvelle. Et cette haute autorité sera l'essentiel, disons, et puis elle travaillera en liaison avec les gouvernements, les différents gouvernements. On a appelé ça au départ une haute autorité, puis après on s'est rendu compte que l'expression haute autorité, c'était vraiment autoritaire. C'était la haute autorité du marché commun du charbon et de l'acier, de la CECA. Quand on a créé ensuite l'Union européenne dans un deuxième traité, donc en 1958, à ce moment-là, on a débaptisé la haute autorité, on l'a appelée la Commission. Cette commission, on se dit, c'est quand même beaucoup moins autoritaire que haute autorité. Mais ce qui n'est pas normal dans l'Union européenne, c'est que vous avez un système à 3 partenaires. Vous avez la Commission, qui prépare tous les textes, etc., qui est en fait l'organe majeur de décision. Bon. Vous avez le Conseil des ministres, qui certes doit approuver ce que fait la Commission, pour que ça puisse se mettre en œuvre. Et puis vous avez le Parlement européen, qui a aussi son mot à dire, qui peut bloquer certaines lois, disons. Bon. Donc vous avez un système à 3. Mais ça existe nulle part ailleurs. C'est vraiment un truc qui n'existe qu'en Europe, ça. En France, vous avez un gouvernement, vous avez un Parlement, vous n'avez pas en plus une commission. Normalement, à mon avis, la commission, c'est un organisme parasite qui a été mis en place à une époque où ça avait peut-être un sens, mais qui aujourd'hui devrait être supprimé carrément. On devrait supprimer la Commission européenne. Il n'y a pas besoin de Commission européenne. Il faudrait avoir un gouvernement européen à ce moment-là qui s'occupe des affaires européennes, effectivement, avec un Parlement européen. Mais il y a besoin d'avoir une commission, avec des commissaires. Ça sent vraiment l'Union soviétique à plein bord. Hein. Alors, monsieur le commissaire, c'est lui qui décide de tout, en fait. Bon. Ah non. Donc, je veux dire, dans le système européen tel qu'il a été conçu, il y a un vice de forme dès le départ qui donne un pouvoir aux hauts fonctionnaires beaucoup plus grand que dans les États membres. Donc c'est pire que dans les États membres, je veux dire, de ce point de vue-là. C'est-à-dire pour ça une des raisons qui fait que les Suisses ne veulent pas adhérer à l'Europe, d'ailleurs, parce que eux, non seulement ils ont un gouvernement et un parlement qui ne dépendent pas d'une commission de hauts fonctionnaires, mais par-dessus le marché, le peuple peut donner son avis. Alors, s'ils rentrent dans l'Europe, à quoi ça sert de faire des référendums, puisqu'ils n'auront plus le droit, à la limite, d'en faire, dans tous les domaines qui sont des domaines européens, bien sûr. Donc ils veulent garder leur souveraineté, donc ils ne veulent pas rentrer dans l'Union européenne. Il y a vraiment... l'Union européenne doit être réformée en profondeur, justement. Et notamment, il faudrait supprimer la Commission. Mais pour pouvoir supprimer la Commission, il faudrait que la Commission prenne l'initiative de sa propre suppression. Puisque d'après les traités, c'est elle qui a l'initiative des lois. Donc, comme la Commission ne va pas demander sa propre suppression, parce que ça ne s'est jamais vu dans les affaires humaines, c'est un truc comme ça, il faudrait qu'il y ait un chef d'État du genre Madame Thatcher qui persuade les autres chefs d'État qu'il faut refaire un nouveau traité, et dans ce nouveau traité, il n'y aurait plus de Commission. On n'en est pas là, hein. On n'en est pas là. Mais enfin, pourquoi pas? Peut-être qu'un jour ça se fera. Alors, dernière question. Vous avez cité le cas de Berlusconi et d'Italie. Est-ce que justement ce qui vient de se passer ces derniers jours n'est pas un peu une contradiction avec le fait que la démocratie directe qui existe en Italie permette de baisser les déficits et
Et parce que l'endettement là-bas, Oui. c'est ce qui a fait chuter Berlusconi. Donc comment vous expliquez ça? Ah ben je l'explique pour une raison extrêmement simple, c'est que la démocratie directe en Italie ne fonctionne pas pour tout ce qui est financier. En Italie, on peut faire des référendums sur, je sais pas, l'enseignement de la religion à l'école, par exemple. Hein. On peut faire des référendums sur des sujets comme ça. Mais on ne peut pas faire de référendum sur les questions fiscales, les questions budgétaires et l'endettement public. C'est exclu. Parce qu'ils n'ont qu'une démocratie directe très partielle, disons. En Allemagne, c'est pareil. En Allemagne, dans les Länder, dans les communes, on peut aussi faire des référendums, par exemple sur le plan d'urbanisme, est-ce qu'on peut construire des tours ou non dans une ville. Pour ça, on peut faire des référendums sur des sujets comme ça. Mais on ne peut pas faire de référendum sur le budget, sur le niveau des impôts et sur le niveau de l'endettement. Aux États-Unis, même problème d'ailleurs. Dans l'ouest des États-Unis, on peut faire des référendums sur les impôts et sur l'endettement. Mais au niveau fédéral, il n'y a pas de démocratie directe. Il ne faut pas s'étonner qu'au niveau fédéral, l'Amérique soit complètement déficitaire et soit endettée, parce que justement, il n'y a pas de démocratie directe. Donc voilà, la réponse sur le cas de l'Italie, c'est très simple, c'est qu'il faudrait que les Italiens étendent leur démocratie directe aux matières fiscales, endettement et finances publiques. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, pour l'instant. Voilà. Et la Californie n'est pas endettée? Alors la Californie a un problème un peu différent. Elle a un déséquilibre budgétaire permanent parce que pour augmenter les impôts en Californie, il faut les 2/3 du Congrès. Or, ces 2/3, on n'arrive jamais à les obtenir parce qu'il y a une guerre absolue entre les deux grands partis. Il n'y a que deux grands partis politiques, bon, comme souvent en Amérique. Et les deux grands partis se font une guerre absolue. Alors, en plus, avec le fait que le gouverneur n'a pas la même tendance politique que la majorité du Congrès. Donc, le Congrès ne pense qu'à une seule chose, c'est flinguer le gouverneur. Et donc refuse de voter les augmentations d'impôts qui seraient nécessaires pour équilibrer les dépenses. Bon. Alors, ce qui paralyse la Californie, c'est pas la démocratie directe, c'est le fait qu'il y ait la guerre entre deux grands partis politiques, le parti du gouverneur et le parti du Congrès. Ils ne sont pas de la même tendance. Alors, on dirait à Washington, c'est la même situation, hein, puisque Barack Obama n'a plus de majorité à la Chambre des représentants. Seulement, à Washington, il y a une vieille tradition qui remonte à 300 ans, enfin qui remonte aux États-Unis, qui est que le Congrès passe des compromis avec le président. Juridiquement, il pourrait ne jamais passer de compromis s'il veut. Hein. À ce moment-là, le président Barack Obama se retrouve sans budget. Mais ça ne se fait pas. C'est pas du tout dans les mœurs. Et des députés qui feraient ça, qui voudraient faire ça, seraient tout de suite désavoués par l'opinion et par leurs collègues. Et vous avez vu d'ailleurs que lors des discussions budgétaires, le président Barack Obama a obtenu finalement, à force de compromis, il a fini par obtenir que son budget soit voté. Parce que même les partisans du Tea Party, qui sont tellement anti-dépenses publiques, etc., et qui sont des gens connus pour leur rigidité idéologique, ils ont fait quand même des compromis pour que le système continue à fonctionner, quoi. Donc ça, c'est la tradition, la culture de Washington, c'est de faire des compromis tout le temps, entre le président et le Congrès. Mais la tradition de la Californie, pas du tout. Il n'y a pas de compromis possible. Alors comme ce n'est pas un régime parlementaire, c'est-à-dire que le président ne peut pas renverser le Congrès, et le Congrès ne peut pas renverser le gouverneur, en Californie, c'est donc complètement bloqué. Mais on aurait pu espérer que la démocratie directe permette de dépasser ce genre de soucis, quand même. Alors c'est vrai que ce n'est pas le cas, mais d'ailleurs ça prouve effectivement une chose, c'est que la démocratie directe n'est pas une panacée. Elle permet, je pense, d'améliorer le système politique, de le rapprocher du peuple, mais à elle seule, disons, elle ne peut pas empêcher effectivement qu'un mécanisme fonctionne mal. S'il y a par exemple deux partis qui se font une guerre civile entre eux, bon bah, démocratie directe ou pas, de toute façon la situation n'est pas bonne, hein, elle ne peut pas être bonne. Alors en plus, je dirais que la démocratie directe californienne est mal bâtie, hein, c'est-à-dire qu'elle est mal conçue au niveau de sa réglementation même. Par exemple, en Suisse, il y a vraiment un dialogue entre le Parlement et le peuple. Ça, c'est constant. Tandis qu'en Californie, il n'y a pas de dialogue, parce qu'on ne peut pas, c'est impossible en Californie, quand il y a une initiative populaire, c'est-à-dire un petit groupe de citoyens qui décident de lancer un référendum sur un sujet. Quand il y a une initiative populaire, le Parlement, lui, il est complètement court-circuité, il n'a rien à dire. En Suisse, non. En Suisse, le Parlement va donner son avis sur l'initiative populaire. Souvent, il va rédiger un contre-projet. Et ensuite, on donnera aux citoyens la possibilité de voter pour le contre-projet du Parlement ou pour le projet d'origine des citoyens. Donc, il y a un dialogue, si je puis dire, entre le Parlement et les initiateurs. Tandis qu'en Californie, non. C'est un système un peu brutal. D'ailleurs, ils envisagent, je crois, de copier la Suisse et puis de mettre en place aussi des contre-projets, de permettre au Parlement d'avoir son avis sur les initiatives populaires. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, disons, c'est un système qui est moins mûr que le système suisse, qui a des défauts intrinsèques et qu'on pourrait sans doute améliorer. On va vers ça, hein, parce que je crois qu'il y a un projet de réforme de la Constitution de la Californie dans ce sens-là. Donc, c'est pas le modèle, la Californie. Le modèle, indiscutablement, c'est la Suisse. C'est le système qui marche le mieux, parce qu'il est très ancien, parce qu'il est très rodé.
les systèmes des États américains fonctionnent moins bien, il faut bien le dire. On va continuer cette discussion. On va Mais pour continuer cette discussion en bas. Internet, parce que... ça permettrait de collecter des... Ah ben, Internet aux États-Unis, vous savez, ça marche. Hein, mais ça n'empêche pas. C'est pas parce qu'il y a Internet que les démocrates et les républicains ne se haïssent pas. On peut se haïr aussi à travers Internet. Ce qui gêne la Californie, c'est cette espèce de guerre civile qui existe entre les deux grands partis. Alors Internet ou non, ça ne change pas, ça, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup.